Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à regarder ces rendez-vous citoyens que nous vous présentons tous les jours. Monsieur, Madame, avec Nikez Kibelbel, nous allons parler de son livre publié que vous avez peut-être déjà lu. Le livre a été écrit par Monsieur Nikez Kibelbel Oka, comme vous avez lu également. Le titre, c'est La balkanisation de la République démocratique du Congo, mythe et réalité. Ce livre a été préfacé par M. Didier Moumengi. Donc, Didier Moumengi, c'est son nom, qui a préfacé, bien évidemment, ce livre. Ce livre a été post-préfacé par le professeur Cyril Moussila. Donc, c'est lui qui a bien évidemment post-effacé ce livre. Mais également, le livre a été publié dans les éditions Scribe. Les éditions Scribe. Nous allons parler de ces livres. D'entrée des yeux, Monsieur Nikez, dites-nous d'abord, selon quel élément vous vous êtes basé pour avancer la thèse de la balkanisation du Congo, un titre qui fait vraiment peur, Monsieur Nikez. Merci beaucoup. Beaucoup d'éléments fiables ont concouru à la rédaction de ces livres. Mais d'entre des jeux, je peux rapidement dire le pourquoi. En 2019, alors que je suis à Kinshasa pour la leçon publique sur le musée Laurent-Désiré Kabila, invité par la fondation Laurent-Désiré Kabila, la députée nationale Jeannette Kabila me pose la question, me demande si je peux donner une conférence sur la balkanisation. Pourquoi? Parce que au mois de décembre 2019, le cardinal Ambongo se retrouve à Beni. Il lance un cri, dit non, non, le Congo est infiltré, le Congo va être balkanisé, nous devons tout faire pour ne pas laisser notre pays partir. Alors, il y a aussi la troisième personne qui m'a motivé, c'est le père Jean-Baptiste Malengue, qui est journaliste et professeur en communication au théologat Saint-Eugène de Mazénote. Il est de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Alors, le père m'appelle pour me dire qu'est-ce que tu en penses. L'honorable Jeannette Kabila me demande de donner une conférence. Je dis, bon, écoutez, laissez-moi le temps, je vais vous répondre. Voilà, je réponds alors par le livre. Alors, les éléments fiables, c'est quoi? C'est que la déstabilisation de la RDC continue jusqu'à aujourd'hui, la déstabilisation surtout de l'Est par le Rwanda, mais les éléments très fiables, ce sont les tentatives de révision des frontières. Et je vais vous les citer comme ça. Le pasteur Bizimungu, président du Rwanda, il va le 26 septembre 1996 devant les diplomates à Kigali. Il dit il faut revisiter les frontières. Le 10 octobre, il tient le même discours, 96. Le 28 octobre, il présente une carte qu'il a donnée, le Grand Rwanda. Le Grand Rwanda comprend une grande partie du Kivu, Kaleye, Idju, tout ça, ainsi de suite. Et le 30 octobre 96, la présidence du Rwanda propose officiellement la conférence de Berlin II. Mais ce n'est pas tout. Et comme tout le monde le sait, toujours au mois d'octobre 96, on lance la guerre de l'AFDEL. Donc ce sont des éléments fiables qui montrent que derrière toutes ces revendications, il y a un objectif à suivre. Mais ça ne s'arrête pas là. Le président Museveni se présente comme un panafricaniste. Il dit nous devons créer les États-Unis d'Afrique. Donc si on crée les États-Unis d'Afrique, c'est que toutes ces frontières-là seront effectivement effacées. Mais on va plus loin. En décembre 2000, toujours 1996, nous sommes en 1996, il y a Francis Deng. Francis Deng, c'est un Sénégalais qui a vécu aux États-Unis, qui a même travaillé à la MONUC. Le Sénégalais, il fait une déclaration, il écrit dans un journal américain, comme quoi les frontières africaines ne sont pas sacrées. Et comme vous savez, en 2002 ou 2003, c'est le Soudan qui se saigne. Les frontières africaines ne sont pas sacrées. Et il y a encore Walter Kansteiner, qui fut secrétaire d'État aux États-Unis, c'est-à-dire un ministre dans le gouvernement de Bush, qui va effectivement demander en disant le Zaïre est trop vaste, c'est comme ça qu'il est ingouvernable, il faut l'émietter. Enfin, il y a le professeur Mazuri, qui était même à Sun City, qui coachait les négociations de Sun City. Lui, il a simplement dit, écoutez, si vous voulez la paix dans la région des Grands Lacs, il faut créer des États à base ethnique. C'est-à-dire, vous mettez les Bantous
avec leur république, vous mettez les Hamites avec leur république aussi. Alors là, la question se pose. Bizimungu, le pasteur Bizimungu, qui demandait la révision des frontières, c'est un Hutu. Il serait au Rwanda ou bien il serait dans un État bantou. Donc voilà autant d'éléments fiables sortis de la bouche des gens qui n'étaient pas n'importe qui nous ont poussé effectivement, tous ces éléments nous ont poussé à écrire ce livre. Ok. Alors, parlant de la balkanisation de la République démocratique du Congo, avec tout ce que vous venez de dire, à quoi cela est-il vraiment mythe? Est-elle? Alors, le mythe parce qu'on veut ressusciter Berlin 2. Berlin, c'est la conférence de partage de l'Afrique qui a eu lieu en 1885. 1885. Donc, c'est plus d'un siècle, plus de 2 siècles. Parce que nous sommes déjà en 2000 passés. Donc, c'est ça le mythe, ressusciter Berlin. Alors, la réalité, ce sont ces guerres qui sont imposées, guerres d'agression imposées à la RDC, ça fait déjà 30 ans. Donc, c'est dans cette réalité-là que le Congolais doit comprendre qu'il y a un danger, le danger est réel, il faut se lever pour qu'il n'y ait pas de balkanisation. Ok, Monsieur Nikez, vous citez le cardinal Ambongo dans vos interventions, disons dans ce livre. Pourquoi est-il le seul à avoir compris, ou bien donc mène-t-il le combat contre la dite balkanisation? Alors, ça peut vous paraître paradoxal. Je vous ai dit qu'au mois de décembre 2019, le cardinal Ambongo se trouve à Beni, dans le diocèse de Butembo-Beni. Et sur place, au regard des éléments qu'il a à sa possession, il écrit fort qu'il y a infiltration dans l'armée, qu'il y a balkanisation, le projet de la balkanisation est en route. Mais curieusement, et c'est ça le paradoxe, aujourd'hui, le cardinal a oublié tout ce qu'il a, alors qu'il a lancé l'alerte. Et au-delà du cardinal, l'évêque de Bunia, Monseigneur Dieudonné Uringi, a déclaré que une fois en Allemagne, on lui a présenté une nouvelle carte de la République démocratique du Congo, émiettée, dépecée en 4 pays. Alors, aujourd'hui, l'Église catholique, à travers les cardinals, s'est tue. Ce n'est plus la bataille contre la balkanisation. Le discours a totalement changé. C'est devenu un problème des Congolais. Parce que les Congolais ne peuvent pas balkaniser. Donc c'est là où nous disons, nous sommes partis de la déclaration du cardinal, qui n'était pas fausse, en 2019. Et nous avons écrit ce livre en 2020. Mais curieusement, 5 ans après, le cardinal ne fait plus allusion à cette balkanisation. Assurément. Comme si c'était un rêve qui est passé, un mauvais rêve, alors que ce n'était pas un mythe, c'est une réalité. Et c'est pourquoi nous en parlons avec vous aujourd'hui. Mais il continue quand même à poursuivre les processus de paix, monsieur le cardinal Ambongo. Le cardinal, bon, il poursuit les processus de paix. À sa manière, il a une autre lecture qui n'est pas la nôtre. Parce que notre lecture, au regard des éléments qu'il avait, ce n'est pas la même lecture que le cardinal a aujourd'hui. Nous disons que notre pays est en danger, notre pays est sur la voie de la balkanisation. La balkanisation ne vient pas des Congolais, la balkanisation vient de l'extérieur. Je vous ai cité le nom des gens ici, je n'ai cité aucun Congolais. Alors si le cardinal est dans un autre processus en disant les Congolais doivent se réunir, tout ça, ainsi de suite, c'est qu'il a oublié ou il a laissé tomber, il a abandonné ce qu'il a vu. Il a crié aux voleurs, mais il n'a pas poursuivi les voleurs. Il n'a pas ameuté les gens pour poursuivre les voleurs. C'est comme s'il avait fait un mauvais rêve, alors que ce qu'il avait dit est vrai. Ne pensez-vous pas également que, sincèrement, si on arrivait à balkaniser la République démocratique du Congo, les petits morceaux seront très bien gouvernés, comme l'a dit cette personnalité-là des États-Unis que vous avez cité, bien sûr. Alors, est-ce que les Congolais sont prêts à accepter que leur pays soit balkanisé, soit dépecé? C'est ça la question. Vous savez, prenons les cas comme vous le dites. Parce que quand on balkanise, quand on dépèce, ça ne devient plus le Congo. Cela signifie que si le Kivu prend comme nom République de volcans, comme on en parle, tous ceux qui ne sont pas du Kivu deviennent des apatrides. Ils rentrent chez eux. Et tous ceux du Kivu qui sont à Kinshasa, par exemple, on les chasse. Ils peuvent changer la nationalité. Mais c'est un processus. Parce que nous avons vu ça avec le Soudan. Lorsque le Soudan du Sud a été créé comme État, l'archevêque de Khartoum a été arrêté comme quelqu'un qui n'avait pas... Non grata. Non grata, il n'avait pas
des pièces d'identité, il était sans domicile fixe. Parce qu'il n'avait pas un passeport du Soudan. N'eût été l'intervention du Vatican, il serait mis en prison. Donc, ces problèmes, si aujourd'hui, par la force des choses, le Kivu est proclamé une république, tous les Kivusiens qui sont à Kinshasa, cette fois-ci, ça ne sera pas comme ce qu'on a crié. Mais on va leur demander de retourner chez eux. Ils ont investi. Comme tous les autres qui sont au Kivu, qui ne sont pas du Kivu, doivent quitter le Kivu. Mais la personnalité là, américaine n'a-t-elle pas vraiment raison que si on balkanisait ces pays, et le pays est trop gras, c'est pourquoi il n'est pas vraiment très bien gouverné. Il ne serait pas bien gouverné. Mais la question, ce n'est pas que l'Américain a raison ou pas. La question, est-ce que les Congolais sont prêts à diviser leur pays? C'est ça la question. Ça, c'est de un. Et si on divisait ça, ça ne serait pas quand même bien que tout le monde se retrouve très bien? Non, mais moi, je ne réponds pas à la place des Congolais. Moi, je fais une analyse. Okay. Je vous dis, Lumumba a été tué parce qu'on a dit que Lumumba était communiste. Lumumba a été tué. Mobutu a tenu l'unité nationale pendant 32 ans. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec Mobutu? Mais tout l'argent, Mobutu pillait l'argent, c'était pour les Américains et autres. Les banques suisses, c'est là où Mobutu mettait l'argent de la RDC ou du Zaïre à l'époque. Cela signifie que pendant tout le temps de l'indépendance, depuis 60, jusqu'à ces jours, où il y a des guerres à répétition, on n'a jamais laissé aux Congolais le temps libre pour qu'ils puissent s'organiser convenablement. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que si on balkanise, si on dépêche le Congo, les gens seront... Il faut alors qu'on demande, par exemple, aux Kivusiens, vous voulez être un pays indépendant, qui ne sera pas le Congo. S'ils disent oui, alors, à ce moment-là, mais on n'a pas demandé, ce n'est pas les États-Unis qui doivent... Mais regardez ce qui se passe au Sud-Soudan. Parce que nous reviendrons sur le Soudan, parce que nous sommes partis aussi du Soudan. Depuis 3 jours, le vice-président, Riek Machar, est arrêté. Salva Kiir l'a arrêté. Simplement, mais le Soudan, c'est le nouvel État qu'on a créé. Mais on ne l'a pas créé avec la volonté des Soudanais. Parce que John Garang ne se battait pas pour diviser le Soudan. Il se battait pour mettre la démocratie au Soudan. Mais il a été tué, vous savez, l'hélicoptère du président Museveni qu'il avait transporté a été pratiquement a connu un crash. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais mené des enquêtes. Assurément. Donc, il faut demander au peuple congolais. Si le peuple congolais veut l'unité, d'accord. Si le peuple congolais veut qu'on dépêche le Congo, ça c'est une autre chose. Mais en tout cas, jusqu'à ce jour, le peuple congolais tient à l'unité de son pays. Et alors, il en est fier. Monsieur Nikeski Belbel, parce que vous venez d'évoquer le Soudan, quel lien établissez-vous entre la situation du Soudan et celle de la République démocratique du Congo? Alors, le Soudan occupe une position géostratégique entre le Moyen-Orient et l'Afrique. Le Soudan est riche en pétrole et en gaz. Il y a une fois, je vous ai dit ici que les Américains menaient une guerre du pétrole. Donc la guerre au Soudan, c'est la guerre du pétrole aussi et du gaz. Mais le Soudan, qui détruit le Soudan? C'est Israël qui infiltre le Soudan pour le détruire. Vous savez qu'à l'époque, le Soudan était une colonie française. On a chassé les Français en 1885, si j'ai bonne mémoire. 1882. Les Anglais ont chassé les Français. Donc, le Soudan, c'est un pays très riche en pétrole et en gaz. Et on l'a émietté. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'on a dit on peut créer 2 Soudans. Il y a le Soudan et le Soudan du Sud. Mais aujourd'hui, il y a encore la guerre qui continue. Pour l'autre partie, comment on appelle encore ça, là où se trouvent les Janjaouides, la milice Janjaouide. Donc, on n'a pas arrêté de dépecer l'Afrique. On a dépassé l'Éthiopie. L'Éthiopie et l'Érythrée, c'était un même pays. Mais ça n'a pas fini. Après, on voulait diviser encore l'Éthiopie avec les Tigrés. Mais la guerre a eu lieu. Donc, le Soudan a été des prémices pour arriver en République démocratique du Congo. Or, jusqu'à ce jour, malgré la scission du Soudan, ils n'ont pas trouvé la paix. Ils sont toujours en guerre. Donc, ce n'est pas la solution. Et donc, si nous aussi, nous essayons de prendre la voie de la balkanisation, cela ne sera pas aussi la solution pour avoir la paix, enfin. Ça ne sera pas la solution d'abord parce que ce ne sont pas les Congolais qui veulent ça. Ce sont des laboratoires internationaux qui disent non, il faut, ainsi de suite.
Les Congolais, eux, ne souhaitent jamais. Les Congolais sont fiers de leur pays. Ils sont fiers d'appartenir à cette nation, qu'ils disent d'ailleurs une nation bénie. Donc, dans la tête des Congolais, la RDC est indivisible et doit rester comme cela. Et donc, nous n'aurons pas également la paix si une fois nous balkanisons notre pays. C'est là ce que vous venez de dire, monsieur. Ce n'est pas nous qui balkanisons. Ce sont les autres qui veulent balkaniser. Si, ouais. nous balkanisons notre pays. C'est nous, les Congolais, qui allons balkaniser, qui pourraient balkaniser ça. Parce que personne ne peut venir nous obliger quelque chose, monsieur Niquez. Vous écrivez en page 75, dans ce livre que j'ai lu, les Rwandais, à travers les rébellions fabriquées, a dynamité la paix en République démocratique du Congo, monsieur Niquez. Expliquez-nous comment. Alors, le Rwanda, c'est l'acteur, c'est le sous-traitant de la balkanisation. Depuis 1994, depuis que le FPR est au pouvoir, la RDC ne vit pas en paix. Nous vivons une sorte de haine envers l'autre. Vous savez, le Rwanda, c'est 3 ethnies. La RDC, c'est une mosaïque. Plus de 400 tribus. Alors, on veut nous imposer la haine du Rwanda chez nous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? Nous avons l'infiltration, nous avons la manipulation, nous avons l'instrumentalisation. L'infiltration, la manipulation, c'est quoi? C'est lorsque le Rwanda crée des rébellions. Je vous ai dit, depuis 1996, l'AFDL, tout le monde sait, c'est une création rwandaise, sur base de la nationalité de Banyamulenge, mais qui se sont retrouvés aussi les dindons de la farce. Les CNDP, le RCD, les CNDP, ce sont des créations rwandaises. Donc, nous disons simplement que le Rwanda a dynamité la paix, c'est-à-dire que le Rwanda, aujourd'hui, tous les rapports disent que c'est le Rwanda qui est sur le territoire congolais. Tous les rapports montrent que le Rwanda pille. Tous les rapports montrent que le Rwanda a une politique hégémonique et d'expansion, et expansionniste. Donc, si le Rwanda, qu'on utilise aussi par les autres grandes puissances, si le Rwanda nous laisse la paix, si le Rwanda dit nous sommes des voisins et comme voisins restons en paix, vous allez voir que les choses vont changer. Très bien, monsieur Niquez. Vous soutenez que la communauté internationale n'a jamais voulu de la paix dans les Grands Lacs, particulièrement en République démocratique du Congo. C'est dans ce livre, monsieur Niquez. C'est grave. Est-ce que, dites-vous de toutes, que dites-vous de toutes les résolutions de l'ONU, EAC, SADC et consorts? Alors, il faut, parce que nous parlons d'abord de la région des Grands Lacs. Vous savez que le 6 avril 1994, il y a un crash où 2 présidents, 2 chefs d'État meurent. Le président Abiyarimana et son homologue burundais. Il n'y a jamais eu d'enquête. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsque le génocide survient au Rwanda, c'est la communauté internationale qui ouvre, qui demande aux Zaïre de l'époque d'accueillir les réfugiés. Mais le Rwandais qui arrive chez nous, ils arrivent avec armes et bagages. Il y a même la Banque nationale du Rwanda qui est venue au Kivu, à Goma. Donc la communauté internationale laisse faire. Et la communauté internationale qui doit tout faire pour que le réfugié puisse retourner chez eux, à travers le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, la communauté internationale ne fait rien. Par contre, nous vivons un certain business aggravé au Kivu, où vous avez en pleine guerre des hôtels qui se construisent, en pleine guerre des routes qui se construisent, des immeubles qui se construisent, mais il y a des déplacés, il y a des réfugiés, il y a des destructions méchantes, plus de 10 millions de morts. Vous pensez que vraiment la communauté internationale veut mettre la paix? Non. Il y a des résolutions. Mais prenons la présence de la MONUSCO chez nous. Mais les FRDC ont été défaits ici, défaits, mais devant la MONUSCO. Aujourd'hui, la MONUSCO est où? Enfermé dans des gîtes. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'a dit, que l'ennemi a des armes plus sophistiquées que celles de la MONUSCO. Donc, si la communauté internationale voulait de la paix, parce que les Nations Unies ont été créées sur base notamment de l'intangibilité des territoires et de la souveraineté des nations. Mais ils prennent des résolutions sans sanction. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité a bien clairement dit que le Rwanda occupe une partie de la RDC. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien du tout. L'Union européenne est dans des accords avec le Rwanda. Donc,
ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la communauté internationale. Tant que la communauté internationale nous laissera dans cette situation, la guerre va continuer. Je donne finalement l'exemple de ce qui s'est passé en Angola. En 1975, l'Angola obtient son indépendance. La guerre civile commence entre l'UNITA et le MPLA. Jusqu'en 2002, pour mettre fin à la guerre, les États-Unis ont bombardé. Ils ont tué Savimbi. Et depuis, c'est un calme, c'est la paix qui est revenue. C'est-à-dire que la communauté internationale a des solutions pour qu'il y ait la paix en RDC. En République démocratique du Congo. Dans, disons, à la page 175, dans ce livre, M. Niquez, vous avez parlé du slogan d'une arme républicaine aux tentatives de balkanisation. Sur quoi vous vous basez pour affirmer cela, M. Niquez? Effectivement, c'est la deuxième partie du livre. Vous savez, nous avions un pays où il y avait pratiquement 3 ou 4 ou 5 morcelés en 5 parties. Finalement, les Occidentaux nous disent, et les Africains nous disent, écoutez, si vous voulez la paix, faites un dialogue. On a fait le dialogue de Sun City, dialogue intercongolais, à Sun City. Mais le dialogue intercongolais à Sun City, qu'est-ce que nous avons constaté? Première des choses, on nous a dit, mettez toutes les armées ensemble, toutes les fractions armées ensemble, et on va former, et je pense, on va former 18 brigades, comme ça vous aurez la paix. On a mis toutes les armées ensemble, toutes les fractions ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les rébellions n'ont jamais remis leurs armes. Parce que la première des choses devait commencer par ça. Mais tout le monde, RCD Goma, RCD KML, RCD National, et MLC, UPC, tout le monde, et les Maïmaï, remettez les armes, on peut les détruire. On n'a jamais remis. Au contraire, les groupes armés se sont donnés des grades. Vous voyez des civils qui ne connaissaient rien de l'armée ont été bombardés des colonels. Et ce sont ces gens-là qui composent aujourd'hui notre armée. Ça, c'est la première des choses. L'armée, c'est la colonne vertébrale. Et la communauté internationale est arrivée à la 6e brigade et a arrêté la formation des 18 brigades. Et ils nous ont laissé comme cela. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? Lorsque, en 2003, on fait le 1+4, mais la guerre ne prend pas fin. En 2004, nous avons l'attaque de Bukavu par Gilles Moutebousi et Laurent Kunda. Et en 2006, nous avons le CNDP qui naît. En 2008, la conférence de Goma, qui ne résout pas les problèmes. Toujours en 2009, plutôt, le M23 naît. Mais le M23, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on donne au CNDP. Pourquoi? Parce qu'on fait les mixages. Et dans les mixages, on part du principe que l'État n'a pas assez de moyens, que tous les militaires du CNDP vont rester dans leur territoire ou dans leur province d'origine, c'est-à-dire au nord et au sud Kivu. On les envoie même à Ituri. Or, c'était une façon de les renforcer. Cette fois-là, on ne les renforce pas comme rebelles, mais on les renforce comme FRDC. Et vous imaginez que vous avez des gens qui n'ont jamais touché à l'arme, qui arrivent dans notre armée comme général. Alors qu'il y a un cursus pour devenir général ou pour devenir officier. Maintenant, des généraux qui n'ont jamais touché aux armes vont commander des majors qui ont fait les BEM, des brevets d'état-major, des thèmes techniciens d'état-major. Mais on n'est pas obligé aussi de les donner les postes. Tu peux être général, mais sans fonction. Mais comment vous êtes général, vous devez commander? Parce que regardez le front. Il y a plusieurs généraux qui n'ont pas de fonction. Mais parce qu'ils sont des généraux sans troupes. Et nous nous sommes retrouvés, c'est la conséquence d'ailleurs, merci de me donner cet élément. Parce que nous nous sommes retrouvés avec une armée d'officiers où il n'y avait pas d'hommes de troupes. Quand vous vous retrouvez avec une armée de plus de 200 généraux, vous en faites quoi? Parce qu'en principe, un général de brigade doit avoir une brigade, en principe. Si nous avons 20 généraux de brigade, avec 20 brigades, c'est déjà une bonne chose. Or, pendant tout ce temps, 2001 jusqu'en 2019, 20 ans durant, nous n'avons jamais recruté. L'armée n'a jamais recruté. Pendant tout ce temps, on n'a jamais construit une seule caserne, notamment à l'Est. Tous les camps militaires ont été abandonnés. Et comment voulez-vous que l'ennemi ne puisse pas entrer dans notre territoire? Donc, Sun City a été le fossoyeur de notre nation à travers l'armée. Il a créé une armée de zombies.
Une armée de zombies, une armée qui ne peut pas tenir. Parce que simplement, c'est ça l'infiltration dont parlait le cardinal Ambongo. C'est ça la balkanisation dont parlait le cardinal Ambongo. Et malheureusement, comme je l'ai dit, il a arrêté son discours. Il n'est pas allé loin pour nous dire comment nous pouvons lutter contre l'infiltration et contre la balkanisation. Parce que la nation, c'est tout le monde. Voilà, M. Niquez, si vous le permettez, on peut mettre fin à cette émission. Si vous avez un mot à dire en conclusion. Alors, nous pouvons dire simplement ceci, que pour arriver à renverser la malchance, appelons ça malchance, pour arriver à arrêter les fatalismes, où pendant 30 ans, à chaque fois qu'il y a une guerre, nous ne faisons que reculer, alors nous devons casser le lien indéfectible entre la violence et la politique. Parce que dans l'Est de la RDC, il y a vraiment ces liens entre la violence et la politique. Mais alors, je vais simplement citer Balanger qui a écrit « Le rempart de la souveraineté d'un pays est la force armée. Il n'y a pas de souveraineté sans puissance. » Et pour terminer, je vais citer Jacques Attali. Jacques Attali, qui était conseiller de Mitterrand, c'est quand même parmi les grands penseurs de la France ou du monde. Jacques Attali, dans son livre « Survivre aux crises », a écrit ceci, a plus ou moins ceci. Une nation se défait si son système de défense, qui est l'armée et la police, ne fonctionne plus. Ou si ces populations n'ont plus le sentiment d'appartenir à cette même nation. Et la question que tu me posais sur la balkanisation, les Congolais jurent rester Congolais jusqu'à la mort. Les Congolais sont fiers d'être Congolais. Et donc, comme ils sont fiers d'être Congolais, avec cet élan-là, avec ce patriotisme-là, ils feront échec au plan de la balkanisation, s'ils sont un et indivisibles. Selon Niquez Kibelbel, les Congos resteront un et indivisible. Voilà, avec ces mots que nous tirons les rideaux de cette production d'aujourd'hui, les rendez-vous citoyens. Niquez, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, les livres, comme vous le savez, nous avons parlé de ces livres. Le livre qui a été bien évidemment écrit par M. Niquez Kibelbel Oka. Le livre a comme titre « La balkanisation de la République démocratique du Congo, mythe ou réalité ». Mythe et réalité. Mythe et réalité, bien évidemment. La balkanisation de la République démocratique du Congo, mythe et réalité. C'est ça le titre du livre. Le titre a été préfacé par M. Didier Mumengi. C'est ça son nom. Il a été post-préfacé par le professeur Cyril Moussila. Ce livre a été vraiment publié dans les éditions Scribe. Voilà, c'est ce livre qui a été... Oui, juste un mot, le livre, effectivement, Balkanisation de la RDC, mythe et réalité, préfacé par l'ex-sénateur Didier Mumengi, c'est un écrivain, et l'ancien ministre de l'information sous Laurent Désiré Kabila, et puis postfacé par le professeur Cyril Moussila, qui est chef de département de stratégie au Collège de hautes études de défense et sécurité, Thiès à Kinshasa. Le livre a été publié aux éditions Scribe Bruxelles. Ah, c'est à Bruxelles. C'est d'ailleurs ce qui est la précision que je voulais que vous donniez à la fin de cette émission, Monsieur Niquez. Voilà, si vous le permettez, nous pouvons juste tirer les rideaux de cette production d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À tous et à chacun, à très prochainement.